Mes chers collègues, je vous remercie d'avoir répondu présent à l'invitation de ce conseil municipal. Je parle dans le micro pourtant. C'est bon? Exceptionnel. Pour à l'origine une délibération qui nous contraignait. Vous verrez que je vous proposerai d'en rajouter une autre à l'ordre du jour. Mais avant toute chose, vu que nous sommes donc réunis dans les cadres de la légalité conformément au Code général des collectivités territoriales, je vais déclarer la séance ouverte et vous proposer de désigner Mme Siam Farhani en qualité de secrétaire de séance. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas. Donc, Mme Siam Farhani, on va monter le son du micro et vous allez procéder à l'appel puisque vous avez été désigné à l'unanimité comme secrétaire de séance. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, d'accord. Martial Alvarez, Frédéric Rougon, Sandrine Luigi, Philippe Kézergue, Cécile Dupont, Ali Abdeslam, Muriel Pérez, absente, procuration à Françoise Brassini, Jean-Paul Gué, Najette Piller, Siam Farhani Aline, Marie-Françoise Brassini, Laurent Bonfils, absent, procuration Aline Siam Farhani, Maria Dolores Parodi, Jérôme Bernard, Céline Schaffer, Stéphane Navarro, absent, procuration à Frédéric Rougon, Cicétal, Sonia Grache, Marc Minoretti, Marilyn Oxyzoglou, absent, procuration à Joanne Bergenot, Joanne Bergenot, Philippe Fantesini, Roland Monturly, Pierre Sperta, Georgette Taffignon, Jean-Marc Charrier, absent, procuration à Georgette Taffignon, Anissa Mathieu, absente, Alain Cavassila, absent, procuration à Paulette Panichi et Paulette Panichi. Parfait. Bien, Mme Siam Farhani, je vous remercie. Excusez-nous de ce petit problème technique qui va peut-être être réglé. En l'occurrence, j'espère que vous entendez et je vous invite, tant que nous n'avons pas résolu ce souci, à pouvoir parler fort pour que nous puissions toutes et toutes nous entendre. Avant de procéder à nos travaux, nous ne pouvions pas ce soir, mes chers collègues, rendre hommage à celle qui fut l'une des plus grandes personnalités françaises du XXe siècle. Je veux parler bien entendu de Madame Simone Veil. Chacun le sait, les premières années de sa vie furent dramatiques. Elle a fait preuve d'ailleurs d'un courage exemplaire pour survivre. À 16 ans, elle fut déportée au camp de la mort d'Auschwitz. Une vie de détermination et de combat pour défendre des idéaux de liberté, de réconciliation et de fraternité européenne. Deux grandes batailles auront marqué sa vie. L'Europe, la construction de l'Union européenne et la réconciliation de ses peuples étaient pour elle une évidence. C'est d'ailleurs elle, en 1979, qui en deviendra la première présidente du Parlement européen. Sa seconde bataille, qui souleva de farouches oppositions, aboutit à l'adoption pour le Parlement français de la loi permettant l'interruption volontaire de grossesse en 1974. Malgré les obstacles nombreux, elle n'a jamais renoncé, et les femmes, et les hommes d'ailleurs, lui en sont reconnaissants à jamais. Tous ceux qui ont eu la chance de l'approcher sont unanimes. Ils soulignent ses valeurs de cœur, d'esprit, et notamment sa grande bonté et son immense courage. Simone Veil fut une femme politique doublée d'une intellectuelle. Elle a laissé une œuvre bouleversante par son exigence philosophique, mais aussi son attention aux malheureux et aux humbles. Simone Veil, conformément à la volonté du président de la République Emmanuel Macron, sera inhumée au Panthéon avec son époux, avec l'accord de la famille. Donc, avant de démarrer cette séance, je vous prie, mes chers collègues, de bien vouloir respecter symboliquement 1 minute de silence. Merci beaucoup.
Alors, bon, vu la proximité de la dernière séance, il n'y a pas de PV à adopter. Nous le ferons à l'occasion de la rentrée le 19 septembre. Nous avons quand même eu l'occasion de vous faire parvenir les décisions qui ont été prises dans le cadre de la délégation que vous m'avez accordée. Est-ce qu'il y a sur ces décisions des questions ou des interrogations sur lesquelles nous pourrions répondre? Monsieur Monturli. Oui, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Moi je voudrais juste savoir ce qui vous a fait opter pour la... Je vais vous parler de la décision 2017, fourniture et pose d'équipement pour l'aménagement d'une aire de camping-car et prise en charge de son exploitation commerciale avec la société camping-car Parc. Ce qui vous a fait opter pour ce choix. Très bien, donc vous parlez de la décision 2017-111 du 29 mai, qu'il s'agit donc de la fourniture et de la pose des équipements pour l'aménagement d'une aire de camping-car, ainsi que la prise en charge de son exploitation commerciale avec la société camping-car Parc pour un montant de 58 401,60 €. Alors, M. Monturli, pour répondre à votre question, vous avez vu que nous avions une aire de camping-car qui nous apparaissait dans un état un petit peu avancé, qui ne facilitait pas l'accueil. Nous avons, dans un premier temps, au travers du choix d'un atelier, d'un chantier d'insertion, procédé à sa requalification pour mettre en œuvre cet outil qui est important pour la collectivité dans le cadre de l'attractivité que nous souhaitons mettre en œuvre. Nous poursuivons aussi un double objectif puisque vous savez que la nuisance occasionnée par le stationnement parfois gênant ou parfois intrusif des camping-cars nous a amené à prendre un arrêté, mais que dans le cadre de cet arrêté, nous avons bien souhaité préciser que notre volonté n'était pas de chasser les camping-cars, au contraire, c'était de fixer un cadre dans lequel nous pouvions améliorer les conditions d'accueil, et en ce sens, de préciser aussi que nous poursuivrons dans le cadre de notre mandat la réalisation de nouvelles aires, l'amélioration de celles qui sont déjà existantes, pourquoi pas inventer une montée de gamme, différentes gammes pour accueillir ces structures. Il s'avérait que dans le cadre de l'organisation d'une aire de stationnement, le monde des camping-caristes est un monde qui communique beaucoup, qui échange au travers des réseaux sociaux, qui échange aussi au travers des professionnels qui mettent à disposition la publicité et l'attractivité des zones d'accueil. Le choix de Camping Car Parc, qui est un prestataire qui permet de disposer d'un réseau étendu de potentiels clients, et en tout cas d'un réseau étendu de capacité à recharger leur carte d'accès pour pouvoir venir bénéficier des services qui seront à disposition sur cette nouvelle aire. Je vous le rappelle, il y aura l'accès à l'électricité, il y aura l'accès au Wi-Fi, un point d'eau, une amélioration des zones de stationnement et des espaces de convivialité qui sont à poursuivre. Alors, comme je vous le disais, le choix de l'exploitation commerciale avec un prestataire de service qui aura la prise en charge d'animation de ce réseau, l'intervention nécessaire aussi pour les problématiques de barrières, de non-fonctionnement, de l'accès de cette zone et des outils qui y seront dédiés, est un choix on va dire purement stratégique pour avoir affaire à un professionnel qui connaisse bien ce milieu-là, pour avoir recours à ce système. Des précisions peut-être par contre au niveau de l'administration sur les conditions de la convention qui nous permettent de voir comment c'est réparti les... On l'a pas encore ? De changer l'équipement de fermeture. Est-ce que tu te souviens? Bon. Le système de fermeture et d'ouverture de barrières qui était actuellement existant était largement défaillant et ne fonctionnait plus. Nous avions besoin de mettre en œuvre un système automatisé pouvant répondre par l'intermédiaire de cartes bleues, par l'intermédiaire de recharge, comme je vous l'ai dit, de cartes dans un réseau de prestataires qui gèrent cette aire, de mettre en œuvre une gestion par ce prestataire-là. Donc, dans ce cadre-là, peut-être M. Atanassiou s'en souvient, dans quelle proportion la gestion financière? Là, comme ça, je l'ai pas en appareil, on pourra donner les informations. Ok, donc moi je me suis expliqué sur
le choix, donc la motivation de ce système, c'est parce que nous avons affaire à un prestataire qui permet d'intégrer un réseau et un professionnel qui permet aussi de disposer d'une meilleure connaissance de ce milieu-là. Je demande au service de vous donner aussi le détail, parce que ça sera intéressant pour vous de savoir, à partir du moment où il y a 1 euro qui rentre dans l'aire de camping-car, quelle partie revient à la commune et quelle partie revient au prestataire. Ça sera l'aire de quai de la Suisse. Ils sont rémunérés à peu près. Quand il y a 1 euro qui rentre, on récupère 35 centimes. On vous le donnera, mais voilà, ils ont compris ce que je demandais. Donc, quand 1 euro rentre dans les caisses, 70 centimes d'euros pour la commune et 30 centimes d'euros pour le prestataire, donc à hauteur de 30%. Et j'espère qu'avec ce prestataire, vous avez dû, je suppose que vous y avez pensé, puisque c'était un regroupement, c'est quelqu'un qui tient la route, lui demander quand même de faire le nécessaire pour pas qu'on ait du trop de camping-carisme sauvage. Qu'on n'ait pas trop de camping-carisme sauvage. Alors, il faudrait, puisque c'est un réseau qui tient la route, vous venez de me l'expliquer, donc je suppose qu'il va pouvoir les contacter et diffuser que tout le monde aille sur l'aire de camping-car, ce qui est très difficile à faire. C'est surtout un problème de police du maire. C'est pour ça qu'on a légiféré par arrêté municipal, avec les contraintes qu'impose la mise en place d'un arrêté par rapport aux libertés qui font qu'un camping-car est considéré comme un véhicule, comme tout autre véhicule, un moteur, et qu'il y a aussi une dimension qui doit permettre la liberté à ce genre de pratique de s'exercer. C'est ce que nous poursuivons. Donc le camping-carisme sauvage, je ne sais pas si c'est comme ça se dit, c'est le terme que vous avez approprié. Faut considérer qu'il est pour nous utile de l'éviter. Alors, je ne sais pas si dans le cadre de ce réseau, ça va éviter, parce qu'on a quand même, de par les échanges que nous avons eus, beaucoup de gens qui pratiquent cette passion, qui considèrent qu'il est normal de payer un service et qu'il est normal de se retrouver dans une situation où l'évacuation des eaux usées, tout le nécessaire doit être fait. Il y en a beaucoup qui s'en affranchissent, comme tout un tas d'administrés sur autre chose, et qui n'appartiennent pas à ce réseau-là. Donc nous, c'est pour ça que nous essayons de mettre en œuvre les moyens, parce qu'il ne suffit pas de prendre un arrêté. Donc après, tout a une logique et tout se tient. Si on est en train de mettre en place une police municipale, c'est aussi pour se donner les moyens de pouvoir faire respecter les arrêtés qui visent, pour nos administrés, à ce moment-là, de garantir que le monde du camping-carisme qui va s'installer à Port-Saint-Denis-du-Rhône fait partie d'une économie productive que nous essayons d'accueillir dans les mêmes conditions, et c'est pour ça que nous améliorons nos capacités d'accueil. Après, il est entendu que quand nous abordons ces questions avec des professionnels du camping-carisme, eux, les sauvages, ils ne les maîtrisent pas trop. Hein, c'est d'ailleurs la problématique que nous avons rencontrée, et on le sait très bien sur les berges nord, par exemple, du canal Saint-Louis, quand ils arrivent, qu'ils viennent s'installer. Donc là, régulièrement, notre ASVP va leur expliquer l'arrêté, on demande aux gendarmes d'intervenir. On n'espère pas un jour devoir arriver à matérialiser physiquement des impossibilités pour y arriver, mais en matière de sécurité, ça pourrait être un jour, on pourrait être contraint. Donc nous, en tout cas, tous les aménagements qui sont faits, toute la projection de l'aménagement de la zone du Mazet notamment, vise à mettre en œuvre les conditions les plus agréables d'accueil pour ces gens, et comme je vous l'ai dit, d'imaginer des zones plus ou moins de qualité pour pouvoir offrir toute une gamme aux camping-caristes modestes comme aux plus huppés pour qu'ils puissent y bénéficier et en bénéficier. Voilà, Monsieur Montcholi, on espérera être plus à même dans le futur avec le fonctionnement de cette aire-là, de vérifier que, bon, en offrant une qualité d'accueil, on s'évitera l'intrusion un petit peu trop compliquée pour éviter les conflits d'usage avec les administrés. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions sur les décisions? Très bien. Donc, je vous disais en préambule que nous devions nous voir de manière exceptionnelle par rapport à un sujet qui est celui de l'organisation des temps scolaires. Cependant,
J'ai informé hier par téléphone Madame Taffignon qui siège à la Commission des Finances et Monsieur Jean-Marc Charrier, le président du groupe, pour vous informer que nous avions été saisis hier en milieu d'après-midi par le conseil départemental pour pouvoir prendre dans le cadre du conseil municipal une demande de financement dans le cadre de la mise en place de CDA. Donc je vous ai communiqué les éléments ce matin dès que la délibération a été ficelée. Je me dois de vous demander si il y a des avis contraires à ce que nous rajoutions cette question à l'ordre du jour. Des avis contraires? Des abstentions? Donc je vous remercie et je vous propose que nous commencions par étudier cette demande en début de nos travaux. Donc le département des Bouches-du-Rhône, comme vous le savez, est susceptible de subventionner la réalisation de programmes d'investissement pluriannuels relatifs à des projets d'aménagement et de développement local, dans ce que nous appelons le cadre de contrat départemental de développement et d'aménagement. Les thèmes prioritaires sont notamment ceux de l'environnement et du développement durable, du sport, de la jeunesse, la culture, le foncier, l'habitat social ou encore l'accueil de la petite enfance, qui avait fait d'ailleurs le cas d'un précédent CDDA. Les grands projets structurants de la municipalité, tels que nous les avons présentés dans le cadre de nos orientations budgétaires, s'inscrivent pleinement dans ces thèmes. Le montant total de ce programme d'investissement est estimé à 14 648 585 € hors taxes, selon un échéancier allant de l'année 2017 à l'année 2019, conformément au tableau que nous avons joint en annexe. Chaque tranche sera soumise annuellement au vote du conseil municipal et pourra faire l'objet à cette occasion de modifications quant au phasage des projets ou leur montant. Le montant total du contrat ne pourra toutefois pas être réévalué à la hausse. Pour cette année 2017, le montant total de la tranche annuelle est estimé à 901 101 €. Cette première tranche du contrat donc amène le plan de financement suivant dans le cadre du tableau qui vous est présenté sur la délibération. Un premier projet sur le regroupement des services opérationnels municipaux sur le site du centre technique municipal. Donc la réalisation d'un bâtiment au centre technique municipal avec une participation du département à hauteur de 122 526 €. Un autofinancement communal du même montant, pour un montant total des opérations en 2017 de 245 052 €. La construction de salles sportives, qui, je vous le rappelle, est en fait la première tranche de la livraison par la suite de la reconstruction du gymnase Gilles Barrel. Donc la réalisation de ces salles sportives qui comprendront des salles de danse, les dojos et un accueil centralisé pour cette structure. Le département des Bouches-du-Rhône, 110 323 €, le même parti pour l'autofinancement communal, donc en 2017, 220 646 €. La construction d'une piscine éducative, une participation du département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 186 701,50 €, la même partie pour la commune, pour un montant total en 2017 de 373 403 €. Et enfin, la requalification d'espace extérieur de la résidence Aliendé pour un montant de 31 000 € conjointement par le département du Bouches-du-Rhône et l'autofinancement communal. Donc 62 000 € sur cette opération à engager en 2017. Vous vous apercevrez que dans ce tableau, conformément aux orientations que nous avions fixées dans le cadre de la présentation budgétaire, n'apparaît pas l'accueil centralisé. Madame Taffignon, on a essayé d'arrêter la clim, on n'y arrive pas. Alors on se plaint souvent qu'il fait chaud, aujourd'hui qu'on se plaigne qu'il fait froid, j'en suis désolé. N'apparaît pas l'accueil centralisé du public à l'hôtel de ville, c'est parce que dans le cadre des discussions que j'ai menées avec la présidente du département, nous avons souhaité retenir et d'engager que les projets dans une première tranche qui pouvaient être réalisés dans le laps de temps qui nous sépare de la fin du mandat, de l'exercice. Donc nous avons là 4 projets qui seront réalisés, livrés et payés dans ce laps de temps-là. Voilà pourquoi, dans le cadre des négociations que nous avons eues à mener avec Madame la présidente du département, j'ai convenu avec elle de proposer au département de venir nous accompagner sur ces 4 opérations. Donc comme vous le voyez, pour un montant total sur ces 3 années que couvre le CDDA de 14 648 585 € hors taxes, nous allons donc solliciter le conseil départemental à hauteur de 7 324 293 €.
Donc je voudrais prendre le temps de vous préciser le caractère assez exceptionnel de cette délibération que nous prenons ce soir, car c'est dans l'objet de l'étude par l'Assemblée délibérante du Conseil départemental de cette demande de financement. Avec l'appui de la présidente du département, je ne doute pas un instant qu'elle pourra donner suite à cet engagement qu'elle a pris auprès de nous et de se satisfaire qu'à ce montant-là d'accompagnement du département sur un CDDA, nous sommes sur le caractère exceptionnel d'un CDDA avec un montant jamais signé dans notre collectivité par rapport à la hauteur des engagements. Nous pouvons donc nous féliciter de cette première étape, en attendant bien évidemment la décision définitive qui appartiendra à l'Assemblée délibérante du Conseil départemental. Donc, pour cette délibération, je vous demande d'approuver la programmation pluriannuelle des projets d'investissement 2017-2019, conformément au tableau 6 juin, pour un montant total de 14 648 585 €, de solliciter la participation financière du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône à hauteur de 50%, soit un montant global de 7 324 293 € pour les années 2017-2019, d'approuver le plan de financement de la tranche 2017 tel que figurant dans le rapport ci-dessus, soit un montant total de subvention départementale sollicité à hauteur de 450 550,50 €, et enfin d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes et documents relatifs à ce contrat pluriannuel. Des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vais le soumettre aux voix. Des avis contraires? Des abstentions? Merci de l'avoir adopté à l'unanimité. Voilà, mesdames et messieurs, mes chers collègues, le rapport pour lequel nous avons mobilisé cette séance exceptionnelle du Conseil municipal. Comme vous le savez, nous avons toujours, dans le cadre de notre engagement envers la communauté éducative, été très engagés et à leur côté pour, dans le cadre de l'application du décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, mener à leur côté lorsqu'il s'est agi de le mettre en place. C'était, je vous le rappelle, pendant l'été 2014 que nous avions eu ces échanges-là. Je ne vais pas refaire un historique sur toutes les actions intentées par la collectivité, par vous ici même un conseil municipal, pour essayer de faire entendre combien l'application d'une nouvelle organisation des temps scolaires allait compliquer une organisation existante qui avait déjà fait ses preuves et qui permettait un épanouissement des plus aboutis de l'enfant. L'issue, comme vous le savez, en a été de toute manière, bon gré mal gré, une application de la réforme avec la semaine scolaire qui s'organisait sur 5 matinées. Nous n'avons pas à rougir de ce qui a été mis en place et qui a été mis en œuvre, et j'associe une fois de plus l'ensemble des services municipaux, des élus, de la communauté éducative qui ont réussi à mettre en place un programme d'activité, dans les temps d'activité périscolaire de qualité, accessible pour une somme modique qui était la quasi-gratuité. Nous l'avons maintenu. Nous avons souhaité mettre en place ce que nous avons appelé un comité de suivi des TAP. Donc nous avons, depuis cette mise en place, eu l'occasion, merci Monsieur Athanasiou, finalement, il vaut mieux que ce soit les chefs qui s'occupent pour que ça marche. Et nous avons donc chaque trimestre réuni ce comité de suivi qui regroupait l'ensemble de la communauté éducative pour voir l'impact de la réforme sur nos élèves, pour surtout harmoniser au mieux ou adapter au mieux les activités que nous mettions en place. Donc de manière remarquable, nous avions pu adapter cette année les activités, les TAP avec le retour que nous avions sur les premiers échanges, mais ça nous a permis surtout de nous faire une vraie certitude sur ce que nous craignions depuis le départ, c'est-à-dire une augmentation de la fatigue de l'enfant avec ces 5 matinées où ils étaient mobilisés. Et quand, dans les annonces qui avait été faite par le président de la République pendant qu'il était candidat, il existait une fenêtre de tir dans laquelle
il annonçait la possibilité pour les communes de revenir sur une organisation des temps scolaires sur une semaine à 4 jours, sous certaines conditions, mais à l'époque, nous ne connaissions pas les conditions. Donc immédiatement, parce que nous avons souhaité la réactivité, bon, alors plutôt que les annonces, hein, je sais que certains ont de suite utilisé les réseaux, les médias, pour dire on y va. Donc moi, j'ai souhaité consulter les associations de parents d'élèves pour prendre la température, informer Madame l'inspectrice d'académie, rencontrer la communauté éducative avec les directeurs d'école pour convenir ensemble de ce qui était ressenti, en tout cas de leur volonté de voir un petit peu comment ils ressentaient la chose. Bon, l'unanimité, l'ensemble des acteurs ont souhaité, et nous en avons discuté à l'occasion du dernier conseil municipal, que nous étudions le retour à l'organisation scolaire sur une semaine à 4 jours. Et nous avons donc, de ce fait, précisé notre volonté à l'inspectrice d'académie. On nous a expliqué que nous étions dans l'attente de la publication d'un décret qui a été publié le 27 juin 2017, donc il y a peu, et nous permettant donc de lancer la procédure qui visait à mettre en œuvre l'organisation que la communauté éducative porcénoisienne souhaitait mettre en place. Par courrier, lorsque le décret est sorti, le directeur académique a informé les collectivités de savoir qu'ils recueilleraient leurs souhaits avant le 4 juillet. Donc c'est pour ça que nous avons réuni en urgence, en quasi-urgence, l'ensemble des directeurs d'école, les parents d'élèves, avec l'inspectrice d'académie, pour leur expliquer dans quelles conditions pourrait s'imaginer un retour aux 4 journées d'enseignement. Nous avons convenu ensemble, à l'issue de cette discussion, de réunir l'ensemble des conseils d'école avec cette proposition qui était de revenir à une organisation des temps scolaires telle qu'elle existait en vérité avant l'entrée en vigueur de la modification de l'organisation des temps scolaires. Dans cet espace de discussion, j'ai pris l'engagement auprès d'eux, puisque, comme vous le savez, nous poursuivons surtout la réflexion pour ce qui est le mieux pour les enfants. D'étudier, pendant l'année scolaire qui s'ouvre à nous, la possibilité, parce que ce n'était pas possible dès cette année, d'engager une réflexion pour quand même augmenter le temps d'enseignement sur les matinées, c'est-à-dire de consacrer cette année scolaire à une éventuelle consultation, parce que là, il est pour moi important d'utiliser ce terme, parce que les choses vont vite et que dans l'urgence, il est toujours bon de prendre du temps pour s'assurer que tous les acteurs sont concernés, et donc là, je voulais le temps. Revenir à un système qu'on connaissait, ça c'était maîtrisé, l'organisation des services, on a maîtrisé, on savait qu'on était capable de mettre en œuvre ce que nous pratiquions par le passé. Modifier les choses était un petit peu plus compliqué. Cependant, j'ai ouvert la possibilité au corps enseignant comme au corps des élus et aux parents d'élèves et à l'ensemble de la communauté éducative d'ouvrir la possibilité pendant cette année scolaire d'allonger les matinées d'enseignement pour voir si pour la rentrée scolaire de l'année suivante, nous pourrions envisager des temps d'enseignement qui, au lieu de terminer à 11h30 le matin, pourraient aller jusqu'à midi, avec une reprise des temps d'enseignement l'après-midi, non pas à 13h30, mais à 14h, pour respecter ce qui est cruellement nécessaire à Porcénois-du-Rhône, c'est-à-dire un temps méridien de 2 heures qui permet l'organisation du service de restauration scolaire, mais qu'en l'occurrence, nous ne pouvons que l'étudier pour répondre à l'objectif qui fait que les élèves ont un meilleur temps de concentration sur les temps d'enseignement du matin, mais qu'il nous fallait le temps de la concertation. Donc, nous avons proposé une organisation des temps scolaires par réponse en faisant un courrier au monsieur le directeur d'académique en lui disant que tous les conseils d'école s'étaient réunis. Ils ont tous délibéré de manière unanime pour un retour à l'organisation scolaire sur 4 jours d'enseignement qui sont les lundis, mardis, jeudis et vendredis, avec une pause le mercredi, sur une répartition des temps scolaires de 8h30 à 11h30 à matinée et de 13h30 à 16h30 dans l'après-midi. Nous maintenons ce qui existait par le passé, c'est-à-dire un accueil périscolaire le matin qui s'étale de 7h30 à 8h30,
un repas pendant la pause méridienne avec des accueils méridiens de 11h30 à 12h15 pour les enfants qui ne mangent pas à la cantine ou des repas cantine, et 12h30 à 13h30 l'organisation d'ateliers méridiens. On reprend l'enseignement et à l'issue de l'enseignement, de 16h30 à 17h45, nous remettons en place les activités périscolaires. De préciser que ces activités périscolaires sont toujours accessibles sous les mêmes conditions, c'est-à-dire une inscription pour la somme symbolique de 1 € pour l'année, et d'informer que la journée du mercredi, nous reviendrons à l'organisation avec la LSH, donc le centre de loisirs qui pourra éventuellement permettre une solution de garde pour les enfants qui le désirent, mais surtout qui proposent et qui continuent à proposer dans ce cadre-là une offre qualitative d'activités pour nos enfants. Donc, j'ai reçu, juste avant la séance, une réponse de monsieur le directeur académique des services d'éducation nationale qui me confirme que c'est avec plaisir qu'à compter de la rentrée scolaire 2017-2018 et pour 3 années, il arrêtera de son côté l'organisation que nous allons proposer, sous réserve de validation du projet, lors du Conseil départemental d'éducation nationale qui aura lieu le 13 juillet, les horaires d'enseignement tels que je viens de vous les proposer. Donc nous avons l'appui du DAZEN, nous allons délibérer pour voir si nous suivons l'avis unanime de l'ensemble des conseils d'école, et à partir de ce moment-là, ce dossier sera déposé, et le 13 juillet, nous aurons la réponse définitive, mais bon, qui ne sera, à mon avis, qu'une simple formalité, et qui précisera que la rentrée scolaire 2017-2018 verra s'appliquer ces nouveaux temps d'enseignement. J'espère ainsi que dans cette manière de procéder, nous avons démontré une fois de plus que dans le cadre du projet éducatif territorial, nous avons rempli les objectifs qui sont les nôtres de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité, que ce soit avant, pendant ou après l'école, que nous avons réussi également de tenir la position qui avait été la nôtre, d'avoir une grande vigilance quant à l'application de la réforme précédente, de me satisfaire que soit proposée cette possibilité de dérogation, de vérifier que finalement, c'est pratiquement l'ensemble des communes, en tout cas dans les Bouches-du-Rhône, qui va y procéder, donc on va déroger à la règle, mais ça va devenir finalement plus une dérogation, ça sera finalement une exception, enfin, ce sera ceux qui ne font pas la dérogation qui feront une exception à la règle, mais j'espère en tout cas que nous pourrons ainsi prouver que dans la continuité des souhaits qui étaient celles des élus de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, je le reprécise une fois de plus, dans l'unanimité, le choix qui avait été le nôtre de s'opposer de manière assez ferme à cette organisation des temps scolaires nous permettent de sortir de ce petit carcan, en disant malheureusement qu'une fois de plus, les enfants, ils sont victimes à chaque fois, on essaye, on fait, on essaye, on essaie, et que ça nous devient, en tout cas pour nous, bien pénible, que de toute manière, on peut regretter aussi que ça fait une école à plusieurs vitesses, on peut regretter tout un tas de choses. En tout cas, je suis assez satisfait personnellement de mon côté que nous puissions revenir à un système que nous maîtrisions bien, où les enfants, a priori, s'épanouissaient, en tout cas tous les indicateurs étaient en ce sens, et que depuis l'application de la réforme, nous avions en revanche, dans le cadre du suivi que nous avons souhaité mettre en place, eu des retours évidents de constats de fatigue et de manque de concentration qui n'étaient pas favorables à l'épanouissement de l'enfant. Donc, le conseil municipal est sollicité pour qu'on puisse mettre en place pour la rentrée de septembre 2017 une dérogation à l'application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article D 521-10 du Code de l'éducation afin de répartir les enseignements hebdomadaires sur 4 jours comprenant 8 demi-journées de 3 heures, soit 6 heures d'enseignement par jour selon les horaires que je vous ai présentés, de préciser que ceci sera sous réserve de l'accord du directeur académique des services d'éducation nationale, seul compétent pour autoriser cette dérogation, et de vous préciser que par courrier il a donné son accord en nous expliquant qu'il serait soumis à la validation du projet lors du Conseil départemental d'éducation nationale. Voilà pour la présentation de ce rapport. Je suis ouvert à vos questions, s'il y en a. Il n'y en a pas, ce qui ne m'étonne pas, puisque ça fait l'unanimité d'un combat que nous portions conjointement sur cette question. Donc je vais vous demander maintenant de vous prononcer sur la question. Y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas, donc merci d'avoir adopté à l'unanimité ce rapport qui va nous permettre de préciser notre volonté de retour à l'organisation des temps scolaires sur une semaine de 4 jours.
de vraiment vous dire mille merci pour avoir pris ce temps en cette période estivale de vous réunir pour cette séance, de vous souhaiter d'agréables festivités et d'agréables moments à Port-Saint-Loup-du-Rhône. Le port a déjà été l'objet de temps particulièrement animés. Je m'en félicite. Merci de votre participation, de votre contribution. Ça continue. L'été sera joyeux et sera riche à Port-Saint-Loup-du-Rhône. Et je vous souhaite à tous et à toutes, pour ceux qui prennent le temps du repos et aussi de vacances, ils peuvent peut-être partir, de bonnes vacances. Merci beaucoup.